Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle d'abstinence sexuelle avec Emmanuelle Richard. Elle a publié Les corps abstinents chez Flammarion et dans ce livre, elle mêle son expérience d'abstinente pendant 5 ans avec 37 témoignages d'hommes et de femmes qui n'ont pas ou plus de sexualité partagée. Il y a tout un tas de raisons qui les ont menés à cet arrêt de la pratique du sexe ensemble. Certains le vivent bien, ils évoquent notamment une prise de pouvoir, d'émancipation, et d'autres parlent au contraire de souffrance. J'ai rencontré Emmanuelle Richard et ma première question, c'est qu'est-ce que l'abstinence sexuelle ? Si on prend le dictionnaire, étymologiquement, l'abstinence, déjà ça peut s'appliquer à peu près tout et n'importe quoi, c'est le fait de se tenir à l'écart d'une chose. Donc là, on parle d'abstinence sexuelle. Donc le plus communément admis, c'est le fait de ne pas avoir de sexualité partagée. Après, pour moi, je pense que la définition la plus pertinente, ça serait... c'est le fait d'avoir de la libido, d'avoir envie de faire l'amour. Et après, pour mille et une raisons, c'est pas possible. Soit parce que les opportunités qu'on a, elles nous conviennent pas parce qu'on a une certaine exigence, soit parce qu'on n'est pas dans un climat émotionnel ou bien un état physique ou psychologique ou même matériel parfois qui serait approprié. Enfin, il y a vraiment plein de contextes possibles qui peuvent mener à cette volonté et ce souhait de faire l'amour et de pas y parvenir. Tu mets le doigt sur l'abstinence subie, mais tu dis que ça peut être aussi une abstinence volontaire. Ouais. En fait, l'idée la plus communément répandue, c'est le fait que l'abstinence serait le résultat d'un défaut d'opportunité. Moi, je pense que... Alors déjà, ça c'est très minoritaire. Parmi les gens avec qui j'ai discuté, c'est vraiment très très rare, l'absence d'opportunité. Et je pense que, dans l'absolu, quand on veut avoir un rapport sexuel sans aucune exigence, on peut. À moins d'avoir un gros problème de santé, c'est quand même toujours possible. Donc pour moi, l'abstinence, elle est quand même le plus souvent choisie, même si elle est vécue comme subie. Je pense que dans l'absolu, quand on creuse bien, ça reste quand même quelque chose qui est choisi. Et après, dans ce qui se passe dans les histoires des gens, oui, il y a l'abstinence choisie. Par exemple, ce qui revient plusieurs fois, c'est le fait... et moi, c'est aussi quelque chose qui m'a concernée parmi les différents ressentis que j'ai pu avoir par rapport à ça, c'est le fait de vouloir prendre du recul pour, entre autres choses, pour mieux déterminer ce qu'on attend d'une relation, ce qu'on attend de l'amour, ce qu'on attend du sexe. Voilà, un temps pour soi, pour mieux savoir ce qu'on veut vraiment et non ce que la société ou notre entourage voudrait, nous suggérerait qu'il serait bien pour nous. Un temps pour soi, un temps pour toi. Tu le dis dès les premières pages. Moi-même, j'ai été abstinente sexuelle pendant 5 ans. Est-ce que, alors... Et c'est même devenu ma norme, en réalité. Ça a duré 5 ans. Alors, je vais revenir un petit peu dessus. Ça a duré 5 ans, mais ça a commencé après une rupture assez compliquée, assez douloureuse, qui m'a vraiment complètement déconstruite. Donc pendant à peu près 2 ans, et même un petit peu plus, j'étais vraiment plus en état, en fait. J'étais tellement abîmée que rien n'était possible. Et puis après... J'ai eu une expérience assez brève avec quelqu'un que je connaissais pas, qui était très dispensable. Et puis après, je suis restée 1 an avec quelqu'un qui m'approchait jamais. Donc je considère ça comme de l'abstinence subie au sein d'un truc qui ressemblait vaguement à un couple. Et après, moi j'en ai eu marre et j'ai décidé d'être toute seule. Complètement, pleinement, délibérément. Et là, c'est devenu un truc heureux. Sur ta propre expérience, ça a été du subi, mais ça a été aussi du volontaire. Ouais. Il y a vraiment eu les deux. Il y a vraiment eu tellement d'étapes par lesquelles je suis passée et vraiment des trucs hyper variés. Et je suis vraiment passée d'un truc de souffrance assez grande à quand c'était choisi. Et ça aussi, ça revient souvent. Dès lors que les gens le choisissent, c'est très bien vécu. À un truc vraiment heureux et positif et même un truc de prise de pouvoir et d'émancipation en réalité. Il y a beaucoup de témoignages d'Alvia, Adrien, Quentin qui racontent ils souffrent. En fait, il y a quand même quand c'est choisi et plutôt heureux, il y a quand même un truc qui revient chez tout le monde, c'est le fait que la question du toucher au sens large, pas spécifiquement sexuel, mais la question du toucher, c'est un gros truc difficile à gérer. Et en fait, comme souvent, l'intimité qui va avec la sexualité, pour beaucoup de gens, c'est aussi le lieu de la tendresse physique. Quand il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'intimité partagée. Et cette possibilité-là de tendresse physique et d'étreinte et de caresse, qu'elle soit sexuelle ou pas, elle disparaît. Et donc ça, c'est très compliqué pour tout le monde à endurer.
dans ta propre histoire ce manque du toucher? En fait, le manque du toucher dans l'absolu, il est super dur, mais alors quand ça se passe dans une structure où on est censé être avec quelqu'un, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Je pense que c'est la pire des situations, et dans les témoignages qui sont relatés, je pense que les plus grandes souffrances, elles vont avec les histoires comme ça de gens qui sont à deux et soit qui ont des différences d'envie. Il y a un homme qui se rend compte assez tard dans sa vie de couple qu'il a jamais été désiré. Après, il y a un homme qui est en couple avec une femme asexuelle et c'est quelqu'un qui ignore ce que c'est que d'y voir du désir dans les yeux de sa partenaire. Enfin, ne pas être touché spécifiquement dans cette structure de couple, c'est vraiment compliqué. Tu le dis à la fin, déplaçons-nous pour nous grandir afin de nous offrir peut-être la liberté d'une sexualité hors compétition. Est-ce que tu pourrais un peu définir cette phrase qui est dans les dernières pages du film? Se déplacer. Du livre? Oui, du livre. Alors je vais la reprendre. À propos de se déplacer, la phrase que tu viens de dire, tu dis à la fin du livre, déplaçons-nous pour nous grandir afin de nous offrir peut-être la liberté d'une sexualité hors compétition. Parce que la sexualité, aujourd'hui, dans la société, c'est de la compète, d'être... C'est quand même super bizarre qu'on soit passé d'une révolution sexuelle avec un droit à jouir à, en 2020, un truc qui est une injonction et un devoir de jouir. Et moi, je pense que la sexualité, c'est vraiment la chose à soi. Et d'ailleurs, je pense que ces livres, c'est vraiment un livre d'émancipation et de récupération de la sexualité comme une chose à soi. Et c'est vraiment le domaine du plaisir gratuit qui ne regarde que chaque personne et personne d'autre. Je vois pas pourquoi ça devrait être... c'est devenu un problème de santé publique. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Et quand je dis qu'il faut se déplacer, oui, je pense que la norme et les injonctions et les stéréotypes, qu'ils soient de genre ou de relation, c'est des choses qui enferment tout le monde, qui limitent tout le monde. Et il y a un élément qui revenait vraiment très souvent, et là c'était aussi bien dans la bouche des hommes que des femmes, une très grande lassitude par rapport à la pression de la performance et aussi une assez grande lassitude par rapport justement aux stéréotypes de genre et à ce que l'on croit que les hommes attendent des femmes et inversement. Je pense que si on se libérait de ces espèces de partitions genrées, on irait vers plus de... Je pense que vraiment ça restreint le jeu sexuel et que c'est dommage et c'est pour ça que je vais revenir à ce que je disais au début. C'est pour ça que je dis que c'est devenu ma norme, l'abstinence, au sens où il y a pas mal d'opportunités auxquelles je donne pas suite parce qu'il y a très peu de gens qui me plaisent, mais aussi parce que le jeu hétéro tel qu'il se pratique dans la plupart des cas m'intéresse plus du tout. Il y a pas mal de femmes qui, j'ai l'impression, font un peu bouger le jeu en ce moment. On a reçu Maya Mazorette. Elle disait il faut sortir du trou de cette conception. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai vachement envie de le lire. De considérer les femmes que comme un trou et comme un vagin. Ouais. Et donc, voilà, de sortir de ça. Ou encore June Plat avec Jouissance Club sur Instagram. Est-ce que tu penses que... on est comme, alors là je paraphrase Maya Mazorette, dans une nouvelle libération sexuelle. On nous a présenté une libération sexuelle en 68. Oui, j'ai entendu qu'elle disait que ça n'avait pas du tout existé en fait, et que c'était en ce moment que ça commençait. Exactement. Est-ce que tu adhères d'une manière ou d'une autre à cette phrase ou à ce commentaire ou pas du tout? Alors moi j'ai pas du tout assez de recul en général pour avoir des avis tranchés sur les choses, donc je saurais pas dire quelque chose comme ça de définitif. Après, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez génial consécutivement à MeToo. C'est cette espèce de circulation globale et sur beaucoup de sujets, ce partage d'expériences massif. Je pense que c'est vraiment un truc qui va peut-être aller vers un mouvement et un changement et peut-être, soyons fous, vers un changement d'éducation et une disparition, j'espère, de ces stéréotypes qui nourrissent la culture du viol, qui nourrissent la domination masculine, etc., etc. Et oui, je pense qu'il faut vraiment sortir de ça. Mais moi, ce qui m'a fait vachement plaisir, qui m'a donné un peu d'espoir, c'est que plus j'allais dans les discussions avec les jeunes générations, plus j'avais l'impression que justement, il y avait ce truc soit d'empilement des genres, soit de fluidité des genres. C'est un espèce de désaveu de ces rôles binaires. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Qu'est-ce que tu as appris après tous ces témoignages, après toute cette enquête, après
toute cette diversité que tu as rencontrée. S'il y a quelque chose que tu en as retenu de particulier, à part cette volonté de changement? Moi, j'ai été concernée par ça. Enfin, c'est entré dans ma vie à un âge très éloigné de la vieillesse, donc un âge auquel j'aurais pas pensé que ça me concernerait, que ce serait le cas. Donc ça, déjà, ça m'a fait bouger un cliché que j'avais intérieurement. Et je sais pas, ce que j'ai remarqué et qui est vraiment manifeste, c'est qu'il y a autant de situations d'abstinence qu'il y a de personnes. Et que maintenant, j'en viens à me demander si finalement ça concerne pas le plus grand nombre, parce qu'il y a toujours cette espèce d'énorme hiatus entre la sexualité des autres qu'on imagine surréelle et puis la réalité. Et je me demande si finalement ça concerne pas beaucoup de gens à l'instant T. Et après, moi je pense que dans une vie, on a des sexualités différentes parce qu'il y a des périodes de vie très différentes, qu'on n'est pas toujours ni dans l'envie ni en mesure d'avoir un partenaire, un ou plusieurs partenaires, ou d'avoir une sexualité partagée tout court. Et donc je pense que ça concerne absolument chacun à un moment donné dans sa vie. Merci à Emmanuelle Richard pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, les applis d'écoute en ligne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, comme ça on va remonter dans les classements. Et puis vous pouvez aussi nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.